passera maintenant à une période de questions. Merci beaucoup pour vos présentations. J'aurais une question pour Antoine. Ta présentation était super claire, super convaincante. Donc, merci beaucoup. J'étais curieux d'en apprendre plus sur le special term que je ne connaissais pas du tout. J'aurais une question. En fait, tu nous as, je ne sais pas si c'est Sonia qui l'a dit ou si c'est toi au début, tu nous as dit que tu travaillais avec des sources de militaires russes pour ton projet. Dans un séminaire au bac, j'ai eu aussi, avec d'autres collègues, la chance de parcourir un peu des sources semblables. Puis je me souviens que c'était super le fun, mais je me demandais comment est-ce que tu comptais croiser justement l'approche spatiale avec des écrits provenant des militaires russes comme ça. Est-ce que tu vas aller chercher d'autres sources ou dans tes sources, tu as des indications, tu as des cartes, tu as des indications spatiales en tant que telles? Je me demandais comment tu allais procéder. Oui, merci pour la question. En fait, moi aussi, c'est précisément de ce séminaire-là qu'est venue l'idée de faire ma maîtrise là-dessus. Et en fait, la nature même des SIG implique que ce sont des éléments textuels, en fait, qu'on transforme sous des éléments cartographiques. Donc, un arbre, une colline, une rivière peut devenir un point, un pixel au fond, pas un pixel, mais en tout cas, un point dans une carte. Et c'est précisément la superposition de tous ces éléments-là qui, une fois traduits en carte, qui peuvent révéler, en fait, d'autres types de conclusions, en fait, que simplement lire le texte. Donc, c'est ça un peu que ça implique les SIG. Puis moi, justement, ma maîtrise, je vais la faire, en fait, en mesurant la perception des agents militaires par rapport à leur environnement. Parce que c'est un environnement qui est utilitaire, au fond, parce que c'est dans un contexte de colonialisme russe, dans un contexte aussi de prise des détroits. Et donc, je m'intéresse justement à comment le territoire devient un peu un outil pour ces agents-là. Donc, en traduisant ces textes-là sous forme de cartes. Mais j'ai pas mentionné au début, mais aussi je suis un peu une forme d'imposteur parce que j'ai pas encore vraiment commencé à... Je suis pas un maître des SIG, je commence à m'y intéresser dans une certaine mesure, mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, au fond, c'est qu'à chaque année, il y a des gens qui sortent du département de géomatique qui ont ces compétences-là de SIG, de cartographie numérique, des gens qui sont très bien positionnés pour se trouver un emploi. Et au fond, qu'est-ce qui les différencie de nous qui voudraient acquérir ces compétences-là? C'est que dans leur cas, c'est un usage qui est très technique, qui est très appliqué pour des entreprises, pour faire des analyses de terrain, ce genre de choses-là. Alors que pour nous, si on repère en fait, l'opportunité de pouvoir les utiliser de pair avec nos sources, comme moi je souhaite le faire, je pense qu'il y a une opportunité qui est réelle et on peut aller un peu au-delà de ça sans nécessairement faire du rattrapage, faire 3 ans de géomatique pour pouvoir faire comme eux. Donc, c'est à ce niveau-là que je voulais me positionner. Ça répond à ta question. Je pourrais poser beaucoup de questions, mais je vais juste en avoir une pour tout le monde. On parle beaucoup d'interdisciplinarité. Quel genre de collaboration va être nécessaire pour mener vos projets à bien avec d'autres disciplines? Ou quel genre d'amis devez-vous vous faire pour réussir dans vos différents projets de maîtrise ou de doctorat? Alors, personnellement, la manière dont moi je travaille, là, je me sers beaucoup, moi, des sciences. Je travaille beaucoup avec des littéraires, beaucoup de géographes et de juristes, ce qui fait que, dans le fond, quand je suis pas trop expert sur tel ou tel aspect de droit, ce qui peut arriver, par exemple, le droit des forêts, personnellement, moi, j'y connais pas grand-chose, là. Mais ça peut m'arriver d'aller demander de l'aide. Mais après, encore une fois, c'est en travaillant, on a de la chance d'être dans mon cas, rattaché à une UMR, ce qui permet finalement de croiser très régulièrement d'autres collègues, d'autres personnes issues d'autres disciplines, et donc d'échanger dans un corridor comme ça sur les travaux, sur certaines approches finalement qu'on n'aurait pas l'idée. Et ça permet de créer davantage finalement de travail collaboratif. Et donc ça permet à la fin, dans les différents travaux, d'intégrer cette réflexion commune en application avec nos propres travaux de recherche. Du moins dans mon cas, c'est comme ça que je travaille. Je travaille beaucoup en très grande collaboration avec énormément de gens, mais je suis curieux d'entendre les collègues. Dans mon cas, évidemment, les amis que j'ai intérêt à me faire, c'est dans le département de géomatique, mais par contre, il n'y a pas que mais c'est sûr que au niveau de la méthode, au niveau des outils que je dois utiliser, des différents logiciels, c'est vers eux que je dois me tourner. J'ai aussi des gens en informatique. Géographie aussi dans une certaine mesure, mais au fond, comme je disais, ce qui nous distingue tous, c'est notre approche. Donc, ce qu'on va chercher de ce côté-là au niveau interdisciplinaire, c'est d'aller chercher les outils qu'eux utilisent pour pouvoir se les approprier dans un certain sens et pouvoir y appliquer nos propres méthodes. Donc, évidemment que moi, ça va être du côté de la géographie, appliquer de la géomatique que je vais tourner mes relations.
Pour moi, en fait, je me tourne vraiment dans 2 types de spécialisation. Là. Donc, je me retourne vers les archivistes parce que, bon, j'ai une formation bac en histoire universitaire, donc j'ai pas de formation en archivistique. Donc, c'est vraiment de m'intégrer à ce milieu-là en parlant justement avec les professionnels dans le domaine, notamment les centres d'archives régionaux. Et aussi, bon, ben les spécialistes de l'intelligence artificielle, la segmentation, je ne suis pas spécialisée en informatique, donc c'est de m'habituer en fait à tous ces logiciels-là. Aussi parce que c'est des logiciels qui demandent beaucoup des algorithmes, par exemple, et tout ça, des formules mathématiques. Donc, c'est un peu d'aller chercher l'information auprès de ces spécialistes-là ou des étudiants dans le domaine, justement, pour être capable de déceler qu'est-ce qui pourrait être pertinent, justement, dans un projet tel que le mien que je suis en train de faire. Merci. Oui. Moi, j'aurais une question. Donc, pour faire suite à ce que Léon vient de dire, comme ça, ce serait quoi la pertinence? C'est quoi la pertinence du cours d'informatique dans le baccalauréat en histoire? Je pense qu'il y a une grande, très, très grande pertinence à ce cours-là. C'est sûr que, bon, on apprend énormément de choses dans un cours. C'est un cours qui pourrait se donner facilement sur 1 à 2 ans, avec tous les logiciels qu'on peut apprendre. C'est de le prendre vraiment comme des outils. Comme on dit, les historiens se doivent d'apprendre ces nouveaux outils-là, justement, pour améliorer leur recherche et aussi améliorer leur capacité en tant que chercheurs, finalement, du savoir historique. C'est d'associer, finalement, les nouvelles technologies au savoir ancien pour donner des résultats concrets dans notre présent actuel, là, je pourrais dire. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un cours qui est extrêmement pertinent dans la mesure où c'est un des seuls cours du bac qui nous permet de professionnaliser nos compétences qu'on a acquises à travers tous les cours. C'est bien d'être bon en rédaction, de pouvoir lire rapidement, d'avoir un bon sens critique, mais d'être capable de voir concrètement où ces compétences-là peuvent nous mener au travail, en fait, comme je disais plus tôt, quitte à être un peu utilitaire, mais au fond, on se mentirait si on dirait que les étudiants ne veulent pas développer des compétences pour ensuite être employés plus tard. Donc, c'est un des seuls cours qui nous permet de faire ça. Et même en appliquant les SIG, en utilisant les SIG, en fait, dans l'étude informatique aussi, on peut développer d'autres compétences qui sont absolument utiles, comme apprendre des stratégies analytiques, encourager la propension à considérer l'aspect visuel, ce genre de choses-là. Donc, je pense que ce cours-là est absolument essentiel pour ça. Bonjour. Ma question va s'adresser plus à Alexandre et à Antoine. Souvent, on a tendance à appliquer vite le terme turn, linguistic turn, par exemple, que je suis pas mal sûr qu'ici, pas mal tout le monde se fout un petit peu, mais bon, ça c'est mon opinion. Pensez-vous que le spatial turn est là pour durer? Pensez-vous, moi je vois clairement sa pertinence, comme probablement les gens du linguistic turn voient sa pertinence, mais pensez-vous que si pas assez de gens l'emploient ou peu importe, est-ce que vous pensez que c'est un turn vraiment? Oui, bien, au fond, moi aussi j'ai un peu de misère avec le point de vue du tournant. En fait, je l'ai employé parce que c'est sa dénomination qu'on utilise dans les articles scientifiques, mais au fond, comme je disais, dans la mesure où il y a déjà eu un premier spatial turn, je pense que c'est plutôt une réactivation, une actualisation d'une propension à considérer certains aspects de la recherche sous un aspect spatial. Ça considère pas, c'est pas réellement un tournant, en fait, c'est plus une vision différente qu'on a réactivée, qui est là pour rester dans la mesure où on l'ancre à des supports informatiques. C'est pourquoi peut-être ça n'a peut-être pas duré au début des années, au début du 19e siècle, en fait. Mais oui, je pense que ça va durer. Je pense que ça va prendre une place grandissante dans nos recherches et que ça va s'ancrer durablement. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut aussi faire très attention au niveau des termes. Tournant spatial, qu'est-ce que c'est? C'est très vague, un petit peu une notion encore fourre-tout, entre guillemets. On pourrait revenir à des débats finalement entre mutation féodale, révolution féodale, c'est à peu près la même chose. Dans le fond, est-ce que tournant, ça sous-entend qu'il y a une rupture finalement pour dire qu'il y a... Avant, il y avait une méthode, maintenant il y a une nouvelle, mais ça, c'est une espèce de transition brutale. Donc finalement, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à parler de mouvement intellectuel spatial? Là, ça serait peut-être davantage neutre et peut-être davantage plus proche d'une réalité intellectuelle. Mais dans tous les cas, dire que ça peut s'arrêter ou que ça doit continuer, peu importe, c'est pas finalement un gros débat c'est presque un débat stérile dans le sens où finalement la question, c'est toute une question de sensibilité. On peut s'en inspirer, ça peut s'appliquer à certains cas, ça il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres cas qui, dans les analyses, ça ne pourra pas s'appliquer par manque de sources tout simplement. Donc il faut aussi regarder la réalité documentaire en plus de regarder la documentation scientifique et voir finalement dans quelle mesure on peut impliquer telle ou telle
méthode scientifique dans nos disciplines, et notamment pour ceux qui font de l'histoire, qui font de la géohistoire, voire même au-delà, par exemple l'histoire de la médecine, employer tel nom pour telle pathologie. Est-ce que véritablement c'est comme ça que les anciens ou les médiévaux l'employaient, ou les modernes? Pas nécessairement. Donc il faut faire aussi attention des fois aux anachroniques. Donc c'est vraiment plus, je pense vraiment que c'est un mouvement intellectuel qui a mérite à donner beaucoup d'informations, mais dont il faut garder quand même une certaine prudence lorsque l'on s'en sert, finalement. Ça a-tu répondu à ta question? Alors, merci pour vos 3 excellentes présentations. Alexandre, j'ai trouvé fascinant, vraiment, quand tu analysais en particulier Gilles Le Bouvier, sa description du royaume de France en tant que tel. J'aimerais t'entendre sur un certain élément, c'est-à-dire qu'à travers les sections que tu nous as montrées, on a vu des fois l'agriculture venait, on a vu parfois que les frontières étaient représentées, mais je n'ai pas vu la géographie humaine là-dedans, dans la représentation de Gilles Bouvier. Donc j'aimerais t'entendre sur ce point-là. Pour Antoine, encore une fois, la géographie humaine, Antoine, tu n'as pas l'impression qu'on risque, à force de mettre l'accent sur l'espace, sur le territoire, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier en quelque sorte la géographie humaine? Parce qu'il me semble que la géographie humaine doit être croisée à la géographie physique, justement. Merci. Alors, pour répondre à ta question, je l'ai volontairement mis de côté, l'aspect de la géographie humaine, par manque de temps. Sinon, ça aurait été vraiment Horton et Sonia m'auraient tapé sur les doigts. Trêve de plaisanterie, c'est simplement qu'il y a énormément de descriptions de personnes. Cependant, là, au niveau de la description humaine, c'est là auquel ça devient très intéressant. Si on pourrait s'attendre, finalement, il y a tant de milliers... Il y a, par exemple, on sait à cette époque-là que le Royaume de France compte environ 28 millions d'habitants. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que dans telle ville, ils donnent des chiffres, évidemment, sur la population? Pas tant que ça. Les seules informations qu'on a dans cet ouvrage-là, dans cette source-là du livre de la description des pays, c'est dans les différents folios qui va parler des hommes, par exemple. Il y a moult forts châteaux avec moult forts de grands hommes qui sont très bons arbaléstriers, etc., etc. Finalement, la description que l'on a au niveau humain, c'est on est aussi dans le cas d'Os-Kagatos, il y a une description physique, le tempérament, donc le climat en fonction de l'endroit où se trouve. Il y a un tempérament plutôt colérique, plutôt calme, mais il y a aussi la question aussi de la force physique. Et c'est pour ça que véritablement, la science géographique, dans le sens aussi de la géographie humaine, c'est entre véritablement dans le cadre d'un traité de géostratégie et pas finalement un simple récit de voyage. On est dans une optique de donner tous les indices, tous les éléments nécessaires au roi, au personnel politique, militaire, nobiliaire, pour pouvoir achever une reconquête du duché de Guyenne, du duché de Normandie, achever cette guerre de 100 ans-là, mais en même temps dire que finalement le royaume de France, c'est le meilleur. Il y a de très bons soldats, c'est les meilleurs, il y a de quoi manger, etc., etc. On est vraiment dans une presque, j'ai envie de dire plutôt dans un outil de communication véritablement politique et géostratégique, pour ne pas employer le terme de propagande avec toutes les implications qu'il y a derrière. Mais encore une fois, la géographie humaine est très très présente, que ce soit dans le Royaume de France, que ce soit, pour le citer, en Tartarie, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Il s'y intéresse énormément et on s'aperçoit qu'il met, en décrivant, il met aussi des jugements de valeur. Par exemple, pour une ville de France, celle-ci c'est une bonne ville. Très bien, une bonne ville c'est bien beau, mais il va avoir justement un regard très amélioratif finalement sur les gens, tandis que pour telle autre ville, il va dire celle-ci est très mauvaise ville, et puis là effectivement la description des personnes, c'est ils ont mauvais caractère, ils sont moches, etc., etc., ils ont de mauvais habits, voilà, c'est très très péjoratif. Donc encore une fois, en fonction de la réalité qu'il voit, entre guerre civile ou non, entre ce qu'il a pu observer des us et coutumes des différents duchés, comtés, autres nations, que ce soit par exemple à Venise ou ailleurs, finalement, il va mettre aussi son propre regard d'individu. Et donc, encore une fois, l'historien, tout comme l'historien ne peut pas être extrait de son contexte, de sa réalité physique, géographique, territoriale, ces auteurs, les médiévaux ne peuvent pas être extraits non plus de leur propre réalité et juxtaposent aussi un jugement de valeur qu'on pourrait penser que c'est universel et finalement non. C'est sans doute un des gros pièges qu'en fait la géographie humaine, notamment quand on s'intéresse aux descriptions des hommes, à savoir est-ce que
l'auteur, finalement, sa vision est une vision générale. Il ne faudrait pas, au contraire, considérer cela. Il faut rester prudent dans l'analyse textuelle et vraiment s'en rapporter au texte et l'analyser vraiment dans tous les sens possibles, que ce soit au niveau philologique, que ce soit géographiquement, que ce soit juridiquement, etc. Il faut vraiment tenter d'avoir la vision la plus large et tenter de rester le plus neutre possible dans son analyse et pas de mettre, nous, nos propres jugements de valeur, en plus du jugement de valeur de l'auteur, ce qui serait vraiment trompeur. Oui. Pour la géographie humaine, en fait, je pense qu'elle est au cœur de la réflexion sur l'espace, même je dirais qu'elle est inhérente, parce que la réflexion sur l'espace s'intéresse au paysage. En fait, comprend le paysage. Et le paysage, lui, comment on l'interprète dorénavant, c'est le résultat de l'action humaine, en fait, qui transforme le monde matériel, donc cet espace naturel et culturel. Et je pense que la majorité des initiatives de SIG, des atlas, que je n'ai pas eu le temps de présenter, mais j'ai fait un document complémentaire que j'espère qu'on pourrait publier sur la page du colloque, qui fait état de tous les atlas qui s'intéressent précisément à l'action humaine dans un contexte d'histoire globale géopolitique. Par exemple, on a l'atlas de l'Université de Richmond qui s'intéresse au mouvement des esclaves entre l'abolition et la guerre, par exemple, ce genre de choses-là, qui vont retracer. Ils vont utiliser à la fois l'espace et l'action humaine pour réfléchir à la notion, à l'évolution spatiale d'un territoire proprement dit. Et c'est un peu ça aussi que je souhaite faire. Donc la géographie culturelle n'est pas mise de côté dans la mesure où c'est précisément elle qui permet de réactiver la notion d'espace comme on la voit dorénavant, en fait. Oui, donc ma question serait pour Gabriel, mais si tu n'es pas à l'aise, parce que ça va sortir un peu peut-être de ta présentation, mais en tout cas, j'aimerais ça t'entendre sur comment tu perçois le travail des archivistes pour l'avenir, dans le fond, avec tout ce processus de numérisation-là, tout ce processus d'utiliser des logiciels et tout. Est-ce que tu vois un certain risque ou un certain, je sais pas, là... un certain pessimisme face au métier d'archiviste ou peu importe, là, parce que je sais aussi que tu travaillais à la Société d'histoire, donc tu es plus proche de ce milieu-là que moi, là, mais comment tu perçois ça, là, l'avenir pour le métier d'archiviste et pour tout ce que ça implique? C'est sûr que, il y a beaucoup de sortes de centres d'archives, petits, moyens et gros. Au centre d'archives, donc c'est un centre d'archives à la Société d'histoire régionale. Moi, je vois, en fait, l'intégration des technologies comme quelque chose d'avantageux, justement, pour les centres d'archives, pour, justement, faire valoir l'archive, pour diffuser l'archive. Souvent, il y a beaucoup de petits centres d'archives qui n'ont pas nécessairement de mode de diffusion numérique. Et donc, c'est tout encore le classique papier. Donc, on se déplace, on s'en va dans les cartes. Par l'approche, justement, du numérique, par l'approche de l'informatique, ça permettrait de faire connaître aussi ces archives-là qui sont souvent mis dans des boîtes et non sorties, même pas vues, même pas. Donc, en les numérisant en plus, ça permet d'avoir un accès un peu partout. Donc, quelqu'un des États-Unis pourrait avoir accès à une archive canadienne, par exemple. Donc, moi, je vois quelque chose comme étant avantageux, surtout pour la diffusion, puis faire connaître l'archive, pour faire valoir l'archive, pour faire connaître le centre aussi, parce que souvent, les centres sont subventionnés, donc sont subventionnés par le traitement, par la diffusion, par la numérisation. Donc, justement, pour avantager ces centres-là, pour avoir plus de subventions, bien, l'informatique, c'est vraiment un atout là, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond, là. C'est large, là, mais en gros, c'est ça. J'aurais deux questions. La première pour Gabriel, ce serait quel est l'intérêt justement de s'intéresser au paysage urbain et qu'est-ce que la photo nous apporte pour mieux comprendre le paysage urbain? Et donc, pourquoi on doit mieux indexer les photos, par exemple, du centre-ville de Sherbrooke et qu'est-ce que ça va apporter pour mieux comprendre ce milieu-là? Et puis ensuite, j'aimerais essayer de voir pour Alexandre puis Antoine un peu une fusion entre, on a fait référence tantôt au linguistic turn puis au spatial turn, un peu à la jonction des deux. Il y a des gens comme Ian Gregory qui s'intéressent à l'Université de Lancaster, qui s'intéressent à la spatialisation du littéraire. Comment on peut représenter spatialement, même un roman. Et donc, ce qui fait que les descriptions médiévales qui ont une forme presque romanesque et qui sont floues, donc comment on peut utiliser un outil qui, à la base, et ça c'est une des grandes critiques, Antoine avait fait ressortir, une des grandes critiques des SIG, c'est leur surprécision par rapport à nos besoins. Donc, quand on a un outil qui est hyper précis, comment peut-on s'en servir pour représenter ce qui l'est moins, d'une part, et ensuite,
pour aller vers le linguistic turn, comment la lexicométrie, surtout dans le cas d'Alexandre, peut nous aider surtout lorsqu'on a des villes qui sont présentées de manière positive, d'autres de manière négative, comment la lexicométrie à ce moment-là pourrait nous aider à quantifier et à mieux faire ressortir des éléments de description qu'on peut retrouver de cette manière-là. Donc, je vous laisse dans le flou de cette question, mais c'est un des enjeux des SIG par rapport à l'histoire. Donc, pour répondre à la première question, en fait, l'avantage, en fait, d'une meilleure indexation, il y en a beaucoup dans les centres d'archives. Si on prend justement la Société d'histoire de Sherbrooke, par exemple, un exemple comme ça, on a une image, on a la rue Dufresne, on a un tramway, on a un chauffeur de tramway. Souvent, une indexation manuelle, les gens vont avoir une perspective de leur point de vue. Donc, qu'est-ce qui est important d'indexer par rapport à l'image? Qu'est-ce qui est important d'identifier sur l'image? Donc, souvent, par exemple, on va avoir l'image, on va avoir la rue, on va avoir le chauffeur du tramway, on va avoir le tramway, on va peut-être avoir même la ligne de tramway. Sur la rue Dufresne, c'était la ligne Bale. Mais en arrière, par contre, dans l'image, en fond, il y a probablement le Art Building, mais il n'est pas identifié parce que la personne n'a pas vu nécessairement l'intérêt, par exemple, d'identifier ce bâtiment-là. Dans le coin plus à gauche, il va y avoir la Sun Life qui n'est pas non plus identifiée. Donc, c'est une image souvent qui va passer haute pour une personne, par exemple, qui fait une recherche sur l'ancien bâtiment de la Sun Life ou du Art Building. De plus, une indexation automatisée peut aussi permettre d'avoir une meilleure vue sur, par exemple, une vue latérale arrière d'un bâtiment. Donc, si on voit, par exemple, l'arrière de l'hôtel de ville, mais en ayant une indexation plus précise, plus automatisée, on va avoir accès à cette image-là qu'on va avoir peut-être passé à côté en tant qu'historien qui fait une recherche, par exemple, sur l'architecture sherbrookoise. Aussi, ça permet d'accélérer le processus d'indexation parce que chaque image a énormément d'éléments. Donc, le paysage urbain a énormément d'éléments, que ce soit divers bâtiments, que ce soit divers styles d'architecture. Donc, en ayant une indexation automatisée, on peut déjà préclasser les documents pour, après ça, mais on les rassemble. Et là, après ça, l'action humaine se fait. Donc, de juste tout simplement finaliser l'indexation à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond bien. Pour en revenir finalement à ce que tu disais sur Gilles Lebouvier, notamment, sur la source dont je me suis principalement appuyé, effectivement, la question de l'espace du textuel est très importante. Les historiens de l'art Mélanie est sans doute mieux placée que moi pour parler à quel point la question de l'espace dans un texte est aussi importante. Mais comme l'a montré Nathalie Boulou, et notamment les littéraires, je pense notamment aux travaux de Nicole Charéron, c'est qu'un récit de voyage, c'est un récit. Ça a non pas pour but nécessairement, comme un traité de géographie, de donner une culture savante, ça a pour but de raconter une histoire, une expérience personnelle. La civilisation médiévale, c'est justement, au niveau de la frontière, c'est que ça s'arrête, un territoire commence là où s'arrête l'autre. C'est vraiment extrêmement flou, extrêmement changeant, mouvant. Le spatial turn a pour avantage là-dessus, par la carte, c'est de visualiser un territoire global, et par les outils technologiques aujourd'hui, on arrive à faire bouger, à donner un mouvement aux cartes. Mais sur papier, c'est pas possible. Néanmoins, il est possible, avec différents jeux de couleurs, de tracer, de montrer les déplacements de frontières entre une frontière finalement purement géographique, une frontière administrative, une frontière fiscale, une frontière juridique. Le linguistic turn, et c'est là auquel on peut faire véritablement la jonction entre les deux, c'est qu'en faisant un relevé de tous les termes servant à décrire, déjà faire tous les relevés onomastiques, mais en plus à faire tous les relevés des termes positifs ou négatifs relatifs aux villes, au territoire, permet déjà d'avoir une idée quantifiable finalement du point de vue de l'auteur sur un territoire donné. Le problème étant que dans l'organisation même du texte, c'est que ce n'est pas divisé en chapitres. Là, on pourrait s'attendre, comme dans n'importe quel traité savant, finalement, qui est chapitre 1, ça va traiter, par exemple, je ne sais pas moi, pour le Rosier des guerres, la mort, le corps, etc. Là, on n'a pas de ça. C'est vraiment en continu. On a des sauts, entre guillemets, des sauts de ligne, pour dire, voilà, on va changer d'idée, de nouveaux territoires, éventuellement. Mais c'est très aléatoire, donc c'est très, très difficilement perceptible. De surcroît, la difficulté, ça rajoute aussi au nom des lieux. Il y a des noms de lieux qui sont très difficiles à situer du fait que les noms ont évolué, ont changé, que certains lieux ont pu cesser d'exister, ça peut arriver. Telle ville a pu être rasée, éventuellement, ça peut arriver, ou soit tel champ de bataille, mais on a un peu de mal à placer, enfin bref. C'est un ensemble de problèmes qu'il faut aussi avoir à l'esprit.
et qui peuvent mettre aussi une limite dans ces tentatives de créer j'ai envie de presque parler d'une spatialisation du texte. Néanmoins, comme l'a montré clairement Patrick Gauthier-Darcher et aussi Emmanuel Vagnon dans l'étude des cartes médiévales, c'est bien que ce soit très difficile, ça n'en est pas impossible non plus. En regardant à la fois les cartes médiévales telles que les savants médiévaux se représentaient leur Bisterarum, et notamment l'Imago Mundi, à travers ces Imago Mundi, on arrive à avoir une idée assez précise de la représentation spatiale au niveau iconographique. Donc là, comment les SIG peuvent tenir compte de cette réalité-là pour être le plus près possible de la pensée médiévale. Mais en même temps, prenant l'aspect littéraire, on arrive aussi à avoir davantage de détails et d'être aussi davantage précis dans l'analyse de la cartographie médiévale. Et on arrive aussi à voir tous les jeux d'influence de la culture savante, notamment Ptolémée, pour justement l'aspect mathématique, mais on peut même aller plus loin, voir par exemple Strabon, ce qui est notamment le cas pour Gilles Le Bouvier, dans son utilité politique, puisque Strabon dit clairement que la finalité in fine de la géographie, c'est servir à des fins politiques. Un prince, un dirigeant ne peut pas gouverner un territoire et les hommes qui sont sur ce territoire-là s'il n'a pas connaissance de l'étendue, de la superficie globale de son territoire, mais aussi du maillage administratif, puisqu'évidemment, il ne peut pas être partout à la fois, il est obligé de déléguer son auctoritas et sa potentas à d'autres, et ce qui participe aussi à l'élaboration du dominium, mais dans tous les cas, ces ensembles d'éléments permettent d'avoir une représentation à la fois précise, mais globale, de l'univers géographique médiéval pour le XVe siècle, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Juste ajouter quelque chose. La question, Léon, je trouve, ouvre la voie à deux aspects. En fait, d'abord, la différence épistémologique entre géographie et histoire. Comme je mentionnais au début, en fait, qu'est-ce qui mérite d'être cartographié, qu'est-ce qui ne mérite pas? Par exemple, dans le cas du renseignement militaire russe, ce qui est la réalité des agents militaires proprement parlé, c'est des données qui sont quantifiables, qu'on peut utiliser, traduire dans des cartes. Par contre, qu'est-ce qui a trait au récit de voyage que les agents du renseignement utilisent? C'est peut-être moins tangible, c'est moins quelque chose qu'on peut utiliser dans le sens que c'est pas une preuve historique, mais ça nous amène à un débat qu'on a eu hier, en fait, sur qu'est-ce que c'est la différence dans nos travaux entre qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est de l'histoire, au fond, parce que le fait de traduire un récit en carte, en fait, est-ce que ça relève pas plutôt d'une forme d'art? Je sais très... En fait, ma sœur qui est au doctorat à Ottawa en littérature, qui en ce moment travaille sur un projet où il cartographie un roman qui est issu du terroir de la littérature franco-ontarienne, et ils en font une carte, en fait, pour un peu retracer le récit de l'auteur et tout. Mais au fond, est-ce que c'est une preuve historique quelconque? Est-ce que c'est une manière de réinterpréter le roman? Est-ce que c'est une manière d'aller plus loin? Je ne sais pas. C'est peut-être plus un support artistique qui peut être complémentaire. Donc, toute cette question-là qu'on peut soulever, je pense. Donc, moi, j'aurais peut-être une question pour vous trois. Donc, dans le fond, hier, on a beaucoup parlé de l'importance même du devoir de l'historien de vulgariser, de sortir de l'histoire des murs. Donc, je me demandais, selon vous, comment ces nouveaux outils-là, les nouveaux outils informatiques, les nouvelles approches, peuvent nous aider justement à faire cette vulgarisation ou nous aider aussi dans l'enseignement de l'histoire? Je peux y aller. En fait, c'est une section que j'aurais aimé aborder, mais que j'ai pas eu le temps. Parce que, en fait, j'ai pas présenté, mais d'abord, ma présentation au début se voulait être une sorte de compte-rendu aussi de deux ouvrages, en fait, qui ont été écrits en 2005 et 2014, en fait, qui retracent les projets des SIG qui sont un peu à travers partout dans les universités, les grands penseurs qui sont derrière ceux-là. Et à un certain moment, il y a Robert Churchill qui identifie 4 aspects positifs de l'usage des SIG dans l'éducation. C'est d'abord apprendre des stratégies analytiques qui transcendent les frontières en les disciplines. Donc, j'en ai parlé en géographie et histoire. Ensuite, c'est d'encourager la propension à considérer l'aspect visuel pour communiquer les résultats. Ce qui, encore une fois, ramène au problème épistémologique. Donc, est-ce qu'une carte ne peut pas agir comme un texte scientifique, dorénavant, si c'est une carte qui révèle plusieurs aspects? Ensuite, ça implique une prise de conscience sur le temps long des phénomènes économiques, sociaux et politiques, puisqu'on est précisément amené à les considérer, à les comparer. Et ensuite, ça instaure une pédagogie qui rompt avec la discipline traditionnelle, c'est-à-dire que plutôt que de lire des textes, plutôt que de les analyser, la carte, elle, peut agir comme elle peut agir comme une critique de document, en fait, comme un document, ce qui est déjà le cas au fond. Mais si on utilise ces aspects-là pour construire des cartes et soi-même arriver à ses propres schémas narratifs d'une manière plus cartographique, en fait, on peut en arriver à déduire ses propres
propres résultats, en fait, ses propres analyses. C'est un peu comme un principe de classe inversée, mais ça peut être tout à fait pertinent dans la mesure où les enseignants intègrent, mais c'est déjà le cas ici avec nos cours d'informatique, mais où les professeurs intègrent ces notions-là pour justement impliquer les étudiants dans le processus de mise en évidence des sources qui les amènent à développer une capacité d'analyse qui est encore plus poussée. Je pense que la question est vraiment intéressante dans le sens où, en tant qu'enseignant, je me suis servi moi-même justement de l'outil informatique à de nombreux moments. Et il est vrai qu'on peut se servir, l'informatique permet de rendre plus clair justement une idée globale, un peu complexe, notamment dans le cadre des rapports de guerre, notamment les champs de bataille, pourquoi les armées se déplacent à tel endroit, pourquoi, etc. Ça le mérite d'aider énormément. Cependant, pour le cas d'analyse textuelle en classe, malheureusement, c'est très compliqué. On a besoin du texte. On ne peut pas servir tout le temps de l'informatique pour l'expliquer. Il faut aussi lire et comprendre le vocabulaire employé. Et c'est là que l'outil informatique peut être intéressant. C'est en développant, par exemple, des outils qui permettent à la fois d'avoir à côté le texte et en même temps, en soulignant un mot compliqué, avoir à côté la définition de manière presque, entre guillemets, à un écran partagé, ça peut être très utile, très intéressant, ça peut faciliter grandement l'effort pédagogique. Mais encore une fois, effort pédagogique ne signifie pas, dans mon cas, renoncer à la rigueur scientifique. Je pense que les élèves ont tout intérêt à faire preuve d'esprit critique et quand ils ne comprennent pas, les chercher par eux-mêmes les définitions des mots compliqués au lieu que l'enseignant doive lui apporter un plateau d'argent, plutôt tenter d'aller regarder dans le dictionnaire et après, si tu n'as pas compris, de venir voir et on va expliquer avec des cas concrets. Je pense que l'outil informatique ne doit pas être, entre guillemets, un outil à légitimer une forme de paresse intellectuelle et au contraire doit participer à ce que l'élève, à ce que l'étudiant soit acteur de sa formation et ne soit pas uniquement un spectateur pour justement en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en travaillant par soi-même, on arrive à mieux intégrer, à mieux comprendre les concepts vus en cours, et puis ça permet aussi finalement d'être content de soi, d'être assez fier, finalement j'ai réussi à faire quelque chose par moi-même, l'enseignant m'a aidé mais il ne m'a pas donné la réponse, il m'a mis sur la voie, puis j'ai réussi à faire quelque chose tout seul. Donc finalement, c'est entre guillemets une manière de s'auto-congratuler, si je peux employer ce terme-là. Pour moi, je pense que justement, ces outils-là peuvent être très avantageux pour les enseignants. Donc, je parlais beaucoup de chercheurs en histoire, mais aussi les enseignants en histoire. Donc, tous ces outils-là, que ce soit le géoréférencement, que ce soit l'accessibilité plus efficace aux images, ça peut vraiment être un atout pour transmettre facilement les connaissances, pour transmettre facilement, justement, par exemple, les iconographies, les images, les cartes. On peut combiner une carte avec plusieurs images qui y sont associées pour donner de l'information. Ça rend autant pour les enseignants du primaire, du secondaire, du cégep, de l'université, quelque chose de concret et de visuel qui peuvent justement intéresser l'étudiant. Donc, ils peuvent donner un intérêt, finalement, avec une accessibilité plus efficace. Ça permet aussi une meilleure perception des choses. Donc, on ne fait pas simplement ouvrir un livre, on montre quelque chose de technologique, on montre quelque chose de vivant, comment je pourrais dire ça, de dynamique, je pourrais dire. Donc, ça attise les intérêts. Donc, aujourd'hui, même à l'école primaire, on a des tablettes. On apprend même aux jeunes comment utiliser un iPad déjà au primaire. Donc, c'est vraiment attiser l'intérêt par l'informatique, par les technologies. Ouais, c'est à peu près ça. Une dernière question. Donc, ça conclurait la troisième séance du colloque. Donc, je vous remercie beaucoup, Alexandre, Antoine et Gabriel.